beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Isabelle pour à la fois répondre, rebondir et interroger notre conférencier. Très bien. Merci. Donc, effectivement, je vais repartir sur la conférence de Ramjakou d'un point de vue un petit peu différent, puisque je ne suis pas juriste, mais géographe, et que donc ce que je regarde, c'est l'occupation de l'espace circumterrestre telle qu'elle est actuellement effectuée. Le premier point, ça marche ? Parce que je veux bien interroger Ramjakou, mais s'il ne m'entend pas, c'est bon. Ça va être plus compliqué. Oui, ça serait bien si celui-là ne bougeait pas trop. On va y arriver. C'est bon ? C'est bon ? Non ? Oui ? Non ? Peut-être le mien ? Vous avez le temps de préparer vos questions ? Oui, merci. C'est bon, très bien. Merci. C'est parfait. Donc, le premier point que je voulais effectivement souligner, c'est que le domaine du droit spatial est un domaine particulièrement original, puisqu'il a été extrêmement réactif et que le fameux grand traité sur l'espace, qui n'est pas la seule législation, comme le rappelait Ramjakou, qui gère les activités spatiales, mais qui est sans doute la principale, et en tout cas celle qui a été signée par le plus d'États, a été mise à la signature dès 1967, soit seulement 10 ans après le début de la conquête spatiale, ce qui est quelque chose d'assez remarquable. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 1967, la situation était relativement simple. En pleine guerre froide, même si elle s'était un peu atténuée par rapport à avant, vous aviez en gros deux grandes puissances spatiales, les États-Unis et l'Union soviétique. Alors la France, je me souviens, a bien lancé un satellite Astérix par ses propres moyens depuis la base d'Amaguir, mais enfin, on ne pouvait pas être vraiment considéré comme une grande puissance spatiale, et en tout cas, il y avait peu de chances qu'on joue dans la cour de la militarisation de l'espace à cette époque. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que en même temps que se constituait ce droit de l'espace, qui reste finalement très vague sur les usages, comme le disait Ramjakou, puisque finalement il recommande des usages pacifiques de l'espace, sachant que les interprétations peuvent être extrêmement larges. On a vu des commentaires disant que finalement tout uniforme lors d'une mission de maintien de la paix, par exemple, ou lors d'une catastrophe naturelle, était en mission pacifique. Et donc il n'y avait pas d'opposition entre le pacifique d'un côté et le militaire de l'autre. Ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde. Moi, je me souviens très bien que dans les années encore 80, il y avait un certain nombre d'experts indiens, en particulier, qui étaient très opposés à cette notion et qui considéraient que pacifique avait quand même plus à voir avec civil qu'avec militaire d'une façon générale. Mais je dirais que les usages ont fait que finalement, on a admis ce que décrivait Ramjakou, c'est-à-dire que finalement, dès lors qu'un usage militaire était passif et non agressif, il pouvait être considéré comme pacifique, ou en tout cas, il ne pouvait pas être taxé d'être non pacifique, ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc la situation en 1967, c'était quand même celle dans laquelle et les États-Unis et l'Union soviétique avaient de leur côté testé quelques essais d'armes antisatellites. Armes antisatellites relativement basiques, puisque, comme l'évoquait Ram, parmi les possibilités, il y a effectivement le fait de détruire depuis le sol un satellite. Alors l'inconvénient, c'est que ça fait beaucoup de débris. Plus vous faites ça à une orbite élevée, plus les débris vont rester longtemps en orbite, et plus vous faites ça avec un satellite dont on n'a pas vidé les ergols, plus vous avez de chances pour qu'il y ait immensément de débris. Donc c'est effectivement un vrai problème concret. Mais la raison pour laquelle les États-Unis et l'Union soviétique ont très vite finalement arrêté ces essais et ont passé un accord qui a été en quelque sorte validé en 1972 au travers de l'accord SOLT-ABM de protection des satellites, c'est-à-dire chacun des deux s'engageant dans un traité bilatéral, c'est ça qui est intéressant, qui n'est pas un traité international, mais juste un traité entre les deux grandes puissances spatiales, chacun des deux s'engageant finalement à ne pas détruire les satellites de l'adversaire, car ceux-ci, en particulier les satellites militaires de reconnaissance, sont considérés comme un élément garant de la paix et un élément stabilisateur,
puisqu'ils permettent, entre autres choses, de rééquilibrer les évaluations parfois un peu exagérées de la CIA côté américain sur le missile Gap, mais aussi côté soviétique d'un certain nombre de généraux va-t-en-guerre. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en 1967, le traité de l'espace peut se permettre un certain nombre d'absences de précision, un certain nombre d'imprécisions, et qu'il y a finalement tout intérêt, car, comme le signalait Louis Gauthier en introduction, finalement, si les juristes, les politologues ou les géographes se préoccupent de cette question de la guerre dans l'espace, les États sont, eux, remarquablement prudents et restent dans une position de retrait qui, en réalité, tient juste au fait qu'ils veulent se garder toutes les options ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous trouvez dans une situation où, globalement, pris individuellement, chacun du citoyen au responsable d'un État jugera que la guerre dans l'espace est une chose néfaste, qu'elle ne présente finalement pas beaucoup d'avantages et qu'elle présente beaucoup d'inconvénients, mais où en même temps chacun veut se donner les moyens, si un jour la boîte de Pandore est ouverte et si la guerre dans l'espace doit démarrer, de pouvoir riposter et de pouvoir agir à son tour. Et donc, si vous voulez, vous vous trouvez dans une situation où l'ensemble des blocages qui se font autour de l'évolution du droit spatial tient très largement à la position américaine. Et ce n'est pas un hasard si régulièrement, qu'il s'agisse de Paros ou le reste, vous avez soit une abstention, soit une opposition des États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? Mais parce que les États-Unis sont aujourd'hui la quasiment seule très grande puissance spatiale militaire. Parce qu'ils sont les seuls à avoir investi des milliards et des milliards dans l'espace pour disposer d'une infrastructure spatiale qui, en réalité, conditionne quasiment à 80% leur supériorité stratégique dans toutes ses formes. Si vous regardez le grand tournant qu'a été la guerre du Golfe, finalement, et la prise en considération par d'autres pays comme la Russie, mais aussi comme la Chine et même comme l'Europe, finalement de l'intérêt du spatial, c'est de découvrir que les satellites permettent de mettre en place des armes téléguidées avec précision, permettent de suivre un champ de bataille, permettent d'identifier des camps, etc., etc. Et sans parler de ce qui est peut-être encore la caractéristique la plus atypique du spatial américain, une masse de télécommunications qui est absolument faramineuse, puisque les Américains ont la possibilité, y compris sur le champ de bataille, de recevoir des images en temps réel de la situation. Donc on se rend bien compte que du point de vue américain, l'outil spatial, l'infrastructure spatiale est aujourd'hui une vraie condition de leur supériorité stratégique. Alors, ce qui est plus surprenant, et ce sera une de mes questions, mais je les reformulerai à la fin si besoin pour Amjakou, c'est finalement comment peut-on comprendre l'intérêt des Américains à prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore en annonçant ubi et orbi et de plus en plus que la guerre de l'espace est inévitable. Et ça, c'est à mon avis une vraie question, parce que finalement, s'il y a bien un État qui auraient tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de guerre dans l'espace, c'est bien les États-Unis, puisque ce sont eux, d'une certaine façon, les plus vulnérables, puisque ce sont eux qui ont le plus besoin de cette infrastructure. Si vous voulez, le spatial américain, c'est à la fois l'atout déterminant et du coup le talon d'Achille. Or, aujourd'hui, la façon de concevoir la menace par les États-Unis font que finalement, ils sont prêts à annoncer à la fois une légitimité à assurer un contrôle spatial mondial, mais aussi, dans un certain nombre de documents, à se donner la possibilité éventuellement de frappe préemptive contre toute menace qui pourrait être crédibilisée. Ce qui, bien évidemment, si vous vous placez du point de vue des Chinois, et c'est pour ça que les Chinois disent que la guerre est inévitable, veut dire que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous sentir concerné et de vouloir vous doter de vos propres moyens de défense. Donc vous arrivez à un système qui est extrêmement ambigu, et je veux dire, il y a une espèce de jeu intellectuel qui est entre le poker menteur et, je dirais, la montée des enchères, qui est extrêmement étrange, dans lequel finalement aucun État n'a intérêt à une guerre dans l'espace, mais du fait de leur vulnérabilité potentielle, les États-Unis sont obligés de faire comme si cette menace devait advenir.
Et comme il y a derrière un certain nombre de milliers de dollars qui sont concernés, parce que c'est très intéressant, mais quand on discute avec les spécialistes des États-Unis, ils vous disent « Oh, le budget qui va être consacré à l'espace, c'est la dernière déclaration, le budget qui va être consacré aux armes spatiales, hein, donc vraiment à l'aspect, cette fois-ci, potentiellement agressif. » Sachant que, bien évidemment, les États-Unis précisent que ce serait en légitime défense qu'ils l'utiliseraient et uniquement dans ce cas-là. Mais en tout cas, le budget qui est envisagé, il est annoncé à 2 milliards de dollars. Très bien. J'ai un collègue américain, j'ai un collègue qui travaille sur les États-Unis, Xavier Pascoe, qui a un peu essayé de reprendre les comptes et de se rendre compte et qui dit probablement que ce serait plutôt 1 milliard de dollars qui est prévu dans le budget tel qu'il est aujourd'hui. Parfait. Mais là où les gens qui travaillent sur le spatial américain ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe dans le reste du monde, qui est moi ce que je regarde plutôt, c'est que 1 milliard de dollars, c'est la totalité du budget spatial indien. 1 milliard de dollars, c'est, mettons, le quart ou le cinquième, on ne sait pas trop quel est le chiffre exact, du budget spatial chinois. Et la même chose, puisque le budget spatial russe est à peu près équivalent. Donc les sommes que les États-Unis investissent dans l'espace pour se protéger sont d'une ampleur telle que ça m'amène à me poser une deuxième question. C'est finalement, est-ce qu'ils n'ont pas d'un côté besoin de crédibiliser la menace pour justifier des sommes qu'ils investissent, aussi bien aux yeux des politiques que des opinions publiques. Alors il y a un dernier point, je ne sais pas exactement, j'ai commis l'erreur de ne pas regarder l'heure, mais j'ai encore 10 minutes. Oui, ça va. Il y a un autre point qui me paraît intéressant. Les États-Unis disent, alors je ne sais plus quel est le général que citait Ramjakou, qui dit si jamais il devait y avoir une guerre spatiale, on en reviendrait pour la guerre d'après à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je dois dire que d'une certaine façon, je trouve ça très rassurant parce qu'on prête à Einstein le propos qui avait été de dire s'il doit y avoir une guerre nucléaire, la guerre suivante sera à la massue. Donc finalement, on revient à la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà un peu moins dangereux. L'espace est moins dangereux que le nucléaire, c'est quelque chose qui est bien connu. Mais globalement, la vraie question, si vous voulez, qui est posée derrière, c'est finalement qui voudrait livrer cette guerre ? Et ça, je pense que c'est une difficulté dont on ne peut pas vraiment s'affranchir. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, et c'est peut-être plus encourageant, mais ça n'empêche pas, au contraire, je dirais, la mise en place d'un projet comme Milamos, qui me paraît effectivement une bonne façon de sortir de l'ornière actuelle. Mais ce qu'on pourrait aujourd'hui, par exemple, imaginer, c'est que les États-Unis, en investissant dans le domaine des armes spatiales, en montrant leur détermination extrêmement forte à faire régner la paix dans l'espace, à contrôler l'espace, jouent finalement la carte de la dissuasion vis-à-vis des autres pays. Et que tout compte fait, et là ça deviendrait peut-être beaucoup plus cohérent dans une perspective stratégique de grande ampleur, finalement aujourd'hui, les seuls qui ont besoin de leurs satellites militaires, qui en ont fondamentalement besoin, au quotidien, tout le temps, et pas seulement d'ailleurs sur l'aspect militaire, sur l'aspect économique aussi, ce sont bien les États-Unis. Ceux qui pourraient être tentés de développer des satellites militaires pour améliorer leur capacité globale, leur capacité stratégique, bien évidemment, ce sont la Chine, la Russie et éventuellement d'autres États. À partir du moment où, pour ces pays, Chine et Russie, il est clair que finalement, l'accès à l'espace militaire reste soigneusement bordé par les États-Unis eux-mêmes parce qu'ils ont déjà la possibilité d'annihiler la menace que vous pourriez faire planer, à ce moment-là, l'intérêt du spatial militaire est moindre pour ces pays. Puisque cette infrastructure, ils vont mettre longtemps à la constituer, elle va leur coûter cher et elle sera beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite vulnérable aux capacités américaines qui sont déjà existantes que l'inverse. Donc on pourrait aussi imaginer, et d'une certaine façon ce serait plus tranquillisant pour l'ensemble des autres pays, qu'en préemptant cette idée des armes dans l'espace, finalement les États-Unis veulent créer une barrière, créer en quelque sorte ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, sachant que ceux qui en sont dans le domaine du spatial militaire, du spatial stratégique et du spatial qui fait le surcroît de puissance, eh bien, il n'y aurait finalement que les États-Unis. Donc ça, c'est une des réflexions que cela m'inspirait.
Le deuxième volet de ma réflexion, et puis je laisserai Gérard Majacou répondre, et puis peut-être que la salle souhaitera aussi intervenir. Le deuxième volet de ma réflexion, il porte sur justement les usages civils, commerciaux de l'espace et les applications qui sont aujourd'hui effectivement un élément crucial de notre vie quotidienne. Bon, les agences spatiales le soulignent, mais je crois que quiconque a vu son GPS tomber en panne quand il était perdu a toujours trouvé ça immédiatement très, très désagréable et très handicapant. Ces usages civils, ces applications spatiales, finalement, là encore, les principaux bénéficiaires en termes d'entreprises privées, et de plus en plus très probablement, ce sont les entreprises américaines. Donc tout compte fait pour le gouvernement américain, qui a toujours considéré que l'investissement dans le domaine de l'espace devait être un investissement qui au final devait enrichir le pays, et en enrichissant les entrepreneurs, finalement c'est aussi une raison supplémentaire pour lui que de vouloir que la paix soit maintenue dans l'espace, puisque comme le soulignait Ramjacou, à partir du moment où effectivement vous avez des destructions de satellites, au moins par collision, vous avez énormément de débris. Ça serait différent si on imagine que les armes spatiales soient des armes beaucoup plus précises et beaucoup plus ciblées, comme le sont par exemple les lasers, où là on peut considérer qu'effectivement il serait possible de discriminer entre des cibles civiles et des cibles militaires, et que donc on pourrait imaginer une guerre dans l'espace qui se déroule sans se transformer en champ de bataille absolument dramatique pour tous. Alors ça pose pour nous, Européens, à mon avis, une vraie question. C'est-à-dire que comment va-t-on, nous rendre compte de ce qui se passe dans l'espace ? Je vais prendre un exemple très précis. Il y a un satellite d'astronomie japonais qui a été lancé très récemment, qui est un satellite avec une mission scientifique complexe. Ce satellite scientifique, apparemment, est en panne. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Bon, les Japonais ont en général du matériel qui est plutôt solide et performant. Alors, bon, quelquefois, il ne dure pas très longtemps, mais au moins, en général, il marche au départ. Là, ce satellite ne fonctionne pas. Et donc, on commence à voir apparaître l'idée que peut-être ce satellite aurait pu être détruit par des débris. Bon, aujourd'hui, il y a un seul État qui est capable de dire si éventuellement ce satellite a été atteint par des débris ou pas, ce sont précisément les États-Unis, qui, avec le NORAD, disposent d'une capacité à suivre les satellites et les débris qui est absolument unique. Alors, la Russie dispose d'une moindre capacité, mais comme la Russie a une habitude qui est en général de ne pas communiquer sur ce qu'elle voit et sur ce qu'elle sait, ça doit être un héritage de l'Union soviétique, elle n'a pas éprouvé le besoin de faire de commentaires à ce propos. Donc aujourd'hui, sur un cas civil tout à fait classique, vous avez un satellite japonais qui ne fonctionne pas et nous attendons le verdict des États-Unis pour savoir si oui ou non ça peut être un débris. Il y a eu, il y a quelques années, des satellites d'astronomie qui ont été aveuglés par des moteurs utilisant de l'énergie nucléaire. C'était des satellites Rorsat soviétiques à l'époque qui avaient la malencontreuse habitude d'avoir des fuites. Or, pour un satellite d'astronomie, il n'est pas très bon de récupérer une émission extrêmement forte de rayons X à proximité, et ces satellites avaient été aveuglés. Bon, on avait pris du temps pour se rendre compte d'où venait la porte, mais personne n'avait accusé l'Union soviétique de quoi que ce soit. Mais imaginons qu'aujourd'hui, un satellite civil se trouve aveuglé. Quels moyens avons-nous, Européens, d'identifier la cause de la panne ? Or, aujourd'hui, la vraie difficulté, ce n'est pas tant que la guerre dans l'espace se déroule, je dirais, de manière visible. Bon, on peut espérer que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, qu'elle se déplace, qu'elle se fasse, qu'elle se pratique de manière extrêmement ciblée et précise. C'est-à-dire que, par exemple, vous ayez tel ou tel satellite d'observation de la Terre. Alors, prenons le cas inverse des cas qu'aiment les Américains. Prenons le cas de satellites chinois au moment d'une très forte tension avec les États-Unis autour de Taïwan, et tout à coup, les satellites chinois sont incapables de prendre des images. Qu'est-ce que nous aurons, nous, Européens, comme moyen d'information pour prendre une position diplomatique et stratégique? Et ça, c'est à mon avis, une vraie difficulté. Si bien qu'aujourd'hui,
quand on évoque la question des armes spatiales, il y a quand même en arrière-plan une autre question qui me paraît extrêmement importante, c'est justement comment on diagnostique cette guerre spatiale, comment on l'évalue, de quoi on se dote pour pouvoir prendre position sur la scène diplomatique internationale. C'est une histoire que les Français connaissent bien, puisque finalement, on a souvent dit que la position très ferme du gouvernement français à l'époque du président Chirac, qui avait été reprise par le Premier ministre Villepin, au moment de la deuxième guerre d'Irak par les Américains, on avait finalement refusé de rentrer dans le jeu en disant que les images que nous avions, nos propres images de satellites, ne nous montraient pas les mêmes choses que ce que les Américains déclaraient sur la scène publique. Bon. C'était une forme d'autonomie de décision. Et le spatial a beaucoup servi à l'autonomie de décision. La question qui se pose aujourd'hui, me semble-t-il, dans cette question de la guerre dans l'espace, alors qu'elle puisse être évitée ou qu'elle soit inévitable, c'est précisément de se doter des moyens, là encore, d'une autonomie de décision et d'une capacité. Et finalement, pourrait-on imaginer que cette forme de transparence puisse, elle aussi, être un facteur de stabilisation ? Puisqu'il est beaucoup plus difficile, si vous devez être dénoncé, de vous livrer à une action agressive que si vous pouvez pouvoir la faire en toute tranquillité. En 1985, pour prendre un exemple très précis, le président Gorbatchev, qui était en train de négocier des traités de contrôle des armements avec les Américains, avait interdit le lancement d'un système anti-satellite qui était prêt à partir depuis la base de Baïkonour. Et on a les témoignages aujourd'hui du général qui voulait absolument lancer son satellite et qui explique aujourd'hui en disant « Mais j'ai essayé d'expliquer à Gorbatchev que de toute façon, il n'y avait pas de risque, personne ne nous prendrait la main dans le sac et personne ne pourrait prouver que nous étions en train de développer un système anti-satellite. » Et donc, par conséquent, il n'y avait aucune raison de s'en priver. Or, ce raisonnement-là, qui est intéressant, il peut être tenu par n'importe quel pays. Il peut être tenu de n'importe quelle façon. Et la menace, ce n'est pas forcément une menace ouverte, ça peut très bien être une menace limitée et une menace dédiée. Alors, bon, ce n'est pas moi qui fais l'exposé, donc je vais quand même essayer de me limiter et je vais donc en revenir à mes deux questions. Donc la première question qui était finalement pourquoi le droit spatial a été capable d'être aussi réactif en 10 ans entre 1957 et 1967, là où finalement les enjeux du nucléaire et du stratégique étaient peut-être encore plus forts qu'ils ne sont aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui il est bloqué. Et puis, bon, la deuxième question, dont je reconnais que c'est une question un peu tricky, c'est, je ne trouve pas l'équivalent français, c'est finalement, pourquoi les Américains prennent-ils aujourd'hui le risque d'annoncer comme inéluctable une guerre qui est finalement ce qui pourrait leur arriver de pire? Et est-ce que mon idée de la dissuasion, finalement, c'est une hypothèse qui, selon vous, tient la route ou pas? On vous laisse répondre. Merci beaucoup, Isabelle. J'en apprends toujours beaucoup de vous. Ça fait 25 ans qu'on se connaît maintenant et je crois que c'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Premièrement, vos questions ont toutes leurs valeurs. Je vais essayer d'y répondre. Mais 2 ou 3 choses que je souhaiterais dire en 1 minute à peu près. Je pense que votre introduction était une description brillante de tout cela. Pour ce public, je pense qu'il est peut-être important de savoir que généralement il y a 2 solutions que j'essaye d'illustrer, les 2 écoles de pensée. Dans une société, soit on prend des mesures soi-même pour se défendre, soit on essaye d'obtenir l'accord de tout le monde pour ne pas faire de mal. Il y a peut-être d'autres solutions, mais c'est généralement ce qu'il se passe depuis des temps immémoriaux dans une société. On établit des règles de comportement, soit dans une famille, dans une société, dans une église, ou quel que soit le groupe humain. Mais la question ici est de savoir comment nous, le peuple humain,
Comment souhaitons-nous procéder? Souhaitons-nous aller en enfer ou bien suivre des pratiques qui nous ont guidés depuis longtemps? En fait, nous voyons que les guerres locales, les conflits locaux ont souvent des conséquences locales. Les guerres régionales ont généralement des conséquences régionales. Les guerres mondiales ont des conséquences mondiales. Les guerres dont nous avons connaissance, même les guerres nucléaires, je le dirais, restent des guerres locales, de mon point de vue, parce que on détruit globalement certaines zones, certains environnements, mais bon, il faut comparer cela à ce qui se produirait dans l'espace. Et la différence ici est toujours que même avec la guerre nucléaire, on peut être en mesure de se sauver, ou bien de sauver sa propriété, mais ça n'est pas possible dans l'espace. Ce que vous avez dit est valable, c'est dans l'intérêt des Américains, plus que tout autre. Et donc, les effets vont surtout retomber sur ceux qui dépendent de l'espace. Il n'y a pas d'autres nations dans ce monde qui dépend plus de l'espace, du spatial, que les États-Unis. Donc, il en va de l'intérêt des États-Unis. Mais il y a aussi un autre facteur humain très important. Très souvent, collectivement, nous ne prenons pas des décisions sur la base de la logique. Bien souvent, la logique n'a pas sa place dans la politique internationale. Et puis, une fois que l'on est ivre et qu'on n'a pas l'impression d'être ivre, on veut boire encore plus. Et on ne se rend pas compte que cela affecte son jugement. La question est de savoir, ça ne me gêne pas qu'un alcoolique boive et se tue lui-même. Ce qui m'embête, c'est que si peut-être cette personne va mourir et va blesser des autres, eh bien, ce serait aux autres de se préoccuper de la santé du premier. On ne peut pas donc seulement se préoccuper de laisser les Américains tout seuls, laisser faire ce qu'ils veulent. Bon, d'accord, très bien, pas de problème. En anglais, on dit toujours, même en français, on dit que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Mais si jamais leurs actions vont avoir des conséquences sur nous, et on sait très bien que ce sera le cas, eh bien, je crois qu'il faut que tout le monde se préoccupe de cela. On pourra faire quelque chose ou pas. Peut-être qu'on ne sera pas en position de le faire, mais il faut en tout cas faire des efforts pour pouvoir agir, parce que il en va de notre avenir et de celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Je ne crois pas à ce que l'on appelle la souveraineté. La souveraineté est morte depuis longtemps. Soit on vit dans un monde globalisé et on se préoccupe de tous les autres, soit on est complètement isolationniste, mais on ne peut pas se le permettre. Cela concerne non simplement les Américains qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais c'est tous les Français, tous les Canadiens, tous les peuples de la Terre de se préoccuper de ce qui se passe dans ce domaine. Deuxièmement, pour répondre à votre question, en 67, que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-on eu un très bon traité et que se passe-t-il maintenant? À mon avis, il peut y avoir deux arguments qui étaient très importants à l'époque. C'était vraiment l'apogée de la guerre froide. L'Union soviétique, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de se mettre d'accord sur quelque chose. Parce que sinon, à l'époque, ils se seraient entretués. Et puis, il y a un autre facteur dont on ne tient souvent pas compte, que ce soit les universitaires et encore moins les médias, et il y avait un troisième élément qui montait à l'époque et qui a eu un effet conséquent sur le traité de 67, c'était les pays récemment indépendants, les anciennes colonies qui avaient pris leur indépendance et qui étaient devenus un facteur important aux Nations Unies. C'était les pays indépendants, nouvellement indépendants, ont acquis la majorité en 60. Et ça a eu un effet.
Et si vous voyez l'histoire des négociations du traité de 67, le Brésil a dit que si vous n'étiez pas d'accord avec ces conditions au traité, eh bien, nous ne le signerons jamais. Et les États-Unis et l'URSS n'ont eu d'autre choix que de se mettre d'accord. Et c'est un facteur dont les universitaires, les experts du droit spatial dans l'Occident n'ont pas tenu compte. Ils se concernent surtout de la fierté nationale. Ils n'ont pas vu les effets de cela sur l'élaboration du droit. Et ces autres pays ont pris en otage les deux grands blocs. Ils ont dit qu'ils ne signeraient jamais le traité s'il n'en convenait pas. C'est une sorte de chantage. Je ne souhaite pas minimiser ce qu'ont fait les États-Unis ou l'URSS. Mais bon, la situation a complètement changé maintenant. L'autre élément, c'est que à l'époque, l'espace n'était pas très important, à part pour les militaires. Même encore en 80, combien d'entre nous dépendaient vraiment de l'espace, du spatial? On n'en savait rien vraiment. Mais maintenant, le spatial est très important. Et le spatial sera encore plus important à l'avenir. Et c'est cela qu'il est important de voir, l'importance que cela a acquis. À l'époque, les pays qui s'exprimaient le plus fort aux Nations Unies, le Brésil, le Mexique, l'Inde, et même dans une certaine mesure parfois la Chine, ces pays sont maintenant devenus des puissances spatiales. Et maintenant, leurs intérêts sont plus alignés avec les grandes puissances spatiales que le reste de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il ne se passe plus rien maintenant. L'unilatéralisme est devenu très important après cela. Bon, je n'ai pas de problème avec l'unilatéralisme du moment que vos actions unilatérales n'ont pas de conséquences pour moi. Et si ça me touche, eh bien, je ne peux pas m'en prendre à vous, je ne peux m'en prendre qu'à moi, parce que c'est moi qui suis coupable de n'avoir rien fait, de ne pas m'être exprimé contre ce que vous avez fait contre moi. Personne n'a le monopole de quoi que ce soit. Mais les États-Unis ont une sorte de monopole sur le spatial actuellement. Mais si vous voyez les études menées par l'OCDE, la Banque mondiale et d'autres organisations internationales, la Chine dépasse déjà les États-Unis en matière de richesse nationale, de PIB. La Chine dépense 200 milliards de dollars par an en recherche et développement. L'idée selon laquelle il faut, pour inventer quelque chose, il faut être libre, c'est complètement faux. Et les inventions dépendent de l'argent qu'on investit. Et donc, les Chinois ont dépassé les États-Unis. L'Inde va les rattraper aussi, va rattraper au moins 5 grandes économies européennes dans l'espace de 10 à 15 ans. Bon. Sauf s'il y a une guerre mondiale, c'est comme cela que ça devrait se passer. Voilà la situation. Et donc les négociations ne vont pas beaucoup avancer. Il faut que l'humanité prenne ses responsabilités de savoir ce qu'il se passe dans le domaine du spatial. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à vos questions, mais voilà mes réflexions. Un dernier argument, je me sens privilégié d'être ici en France et je souhaitais répondre à quelque chose. À la fin des années 70, la France a proposé quelque chose de génial au niveau international. Et vous l'avez évoqué dans votre thèse. Donc, si je peux lancer un appel au peuple français, au gouvernement français et aux autres peuples, l'IT était l'ISMA, l'Agence internationale de surveillance des satellites. Il faudrait qu'il y ait une agence internationale indépendante des satellites pour surveiller les évolutions dans le monde. Ce serait une réflexion indépendante.
Et vous avez aussi soulevé cela. Avant la guerre en Irak, il n'y avait qu'une seule preuve qui a été présentée au Conseil de sécurité de l'ONU par les États-Unis. Et personne n'avait de données pour contredire cela. Imaginez s'il n'y avait pas eu de preuves contradictoires présentées aux Nations Unies pour dire que ce que disait Colin Powell était faux, eh bien, bon, si on avait pu présenter des preuves contradictoires, la guerre d'Irak n'aurait pu ne pas avoir lieu. Il faudrait que la France y pense sérieusement. La question de la surveillance et de savoir ce qu'il se passe, c'est les États-Unis qui ont les capacités de surveiller ce qu'il se passe dans l'espace. Mais bon, c'est aussi le problème des autres pays. Les États-Unis veulent le faire cela, ils dépensent de l'argent, d'accord, mais bon, les autres pays ne disent rien. C'est pour ça que je dis on dit que la proposition chinoise et russe n'est pas bonne. D'accord, mais pourquoi ne pas faire de contre-proposition? On se met déjà du côté des États-Unis, on a déjà baissé les bras. On dit, bon d'accord, on ne peut rien faire, on accepte. Ça n'est pas bon. Il faut se rendre compte que notre avenir en dépend. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Donc l'appel que je lance, c'est que quelqu'un en France ou au gouvernement français se penche sur une proposition pour remettre au goût du jour cette proposition de l'ISMA. Je voudrais rajouter peut-être quelques commentaires à vos commentaires. Le premier, c'est qu'évidemment, le droit international n'est pas une chose passive ou inactive. Elle vient figer souvent des situations réelles. L'instrumentalisation par les États qui, d'une certaine manière, en sont maîtres. Il y a, je dirais, une différence entre un droit de proposition, un droit d'affirmation, de pétition de principe, et puis la réalité du droit international qui, pour être appliqué, applique toujours à un moment ou à un autre le soutien des États. Et donc, en 1967, les deux super grands ont figé une situation qui leur allait bien parce qu'en même temps, ils étaient dans la rationalisation de leur antagonisme. Ils voyaient bien que ne pas fermer certaines portes, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans d'autres espaces, c'était de recréer du danger, y compris entre eux-mêmes. Dans la situation actuelle sur l'espace, et c'est pour ça que, paradoxalement, on peut être plus inquiet de ce qui se passera dans l'espace que ce qui va se passer dans le cyber, par exemple, où je suis beaucoup plus certain que des évolutions du droit vont apparaître, notamment face aux risques militaires de l'usage du cyber. C'est qu'au fond, vous-même, vous l'avez dit en permanence, il y a peu d'utilisateurs, et on revient à chaque fois à des nations, c'est-à-dire à une vision finalement la plus classique du droit international public. Après tout, pour lancer des satellites, il faut un territoire. C'est pour ça que ça m'intéressera d'avoir aussi, à un moment, Ramchakou a évoqué la possibilité que les terroristes, un jour, etc. Mais bon, il faut d'abord un territoire, il faut des capacités suffisantes pour lancer des missiles, il faut des États. Et il n'y a pas une industrie qui aujourd'hui, à l'exception de l'industrie d'armement, qui est autant contrôlée par les États. Donc bien sûr, l'espace, il est immense, mais finalement, quand on voit de quoi il s'agit sur la Terre, c'est une division entre finalement beaucoup d'utilisateurs potentiels, et là ils sont innombrables, tous les États, etc., des tas d'entreprises, des satellites privés, etc. Mais ceux qui détiennent à la fois la technologie et surtout la capacité de lancer sont peu nombreux. Et ils sont plutôt partis aujourd'hui de l'idée qu'au fond, et vous l'avez évoqué, l'usage pacifique de l'espace, c'est la possibilité d'un libre usage qui permet aux uns et aux autres de se contrôler, de contrôler les situations, de contrôler la paix, certains contrôlant plus que les autres. Et je retiens d'ailleurs la proposition qui est faite par la France, par d'autres que vous évoquez, qu'il n'y a pas de système international qui vaille s'il n'y a pas un système de contrôle. Aucune des grandes conventions internationales en matière de désarmement n'a existé si elle n'est pas articulée à un mécanisme de contrôle. On le voit bien dans le nucléaire, c'est efficace. La convention internationale, par exemple, en matière d'interdiction des armes chimiques ou biologiques, n'ont pas ce type d'instrument et n'ont pas les mêmes capacités de contrôle que l'AIVA. Donc on peut retenir évidemment cette idée qui serait un progrès, d'abord de connaissance générale et de contrôle. Ensuite, le risque. Le risque, il est lié à la stabilité géostratégique.
tant qu'aucun de ces grands États ne sera en situation de se faire la guerre, il sera avec ses moyens en capacité d'intervenir et de surcontrôler ce qui se passe, notamment dans les conflits, mais sans jamais considérer qu'il faille franchir le pas, allant jusqu'à la destruction des moyens de communication, de guidage de précision des missiles, etc., qui concernent l'autre. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est rentré dans cette logique que vous avez vous-même évoquée, non pas du droit, mais de la dissuasion. Quand les Chinois éclairent, ou quand certains éclairent les satellites, ils disent simplement que s'il y avait un antagonisme entre les États-Unis et la Chine, entre la Chine et la Russie, ils auraient le moyen, effectivement, de dégrader le niveau de la guerre de manière suffisante pour établir là où il le faut de l'égalité. L'idée, on retourne à la Seconde Guerre mondiale que vous avez évoquée. Donc voilà, c'est entre, je dirais, ce que pourrait souhaiter l'humanité, nous tous peut-être comme utilisateurs individuels, ayant des GPS, des téléphones portables, voilà, toute une série de choses qui sont effectivement notre quotidien. Et ce qui est en matière militaire la logique des États et d'une manière générale ce qui structure le droit international, qui reste malgré tout un droit, là encore, rivé à la notion de souveraineté. Et c'est pour ça que je dis que dans le cyber, c'est très différent, parce que dans le cyber, vous avez des acteurs économiques surpuissants, que les États ont plutôt envie de contrôler, que les dommages qui peuvent être faits à partir notamment d'acteurs non étatiques, terroristes, etc., c'est peut-être pas aujourd'hui, mais on peut logiquement penser que demain, ils seront en capacité de produire des accidents redoutables dans les systèmes de sécurité. Donc les États vont vouloir maîtriser ça, et vont vouloir, ils commencent d'ailleurs, il suffit de voir ce qui se dit au G20, etc., à se fixer entre eux des codes de bonne conduite. Je pense que pour l'espace, pour les raisons qui ont été dites, ça viendra plus tard, mais ça n'empêche pas de commencer, et notamment par ce pourquoi l'un et l'autre vous avez plaidé, l'existence d'un système de contrôle et d'une agence de contrôle des satellites. Je vais vous passer la parole. Moi, j'ai une question technique, c'est que je ne comprends pas comment, sur les débris, je ne comprends pas la problématique des débris, qu'il n'y a pas d'aspirateur à débris, qu'on ne peut pas détruire autrement ou dévier. Ça, je ne comprends pas techniquement comment on n'est pas capable, y compris d'obtenir. Alors, les lasers, on peut aveugler, détruire sans forcément faire exploser. Pourquoi cette problématique? Puis après, je vous passe la parole. J'ai été trop prolixe. La question étant, je ne comprends pas pourquoi on peut enlever des débris, pourquoi on n'enlève pas? Pourquoi on ne parvient pas? Oui, c'est ça, pourquoi on ne parvient pas? Pourquoi il n'y a pas d'aspirateur? Pourquoi on peut neutraliser sans complètement détruire? Alors, il y a déjà une première raison, c'est que qui va déclarer ce qui est un débris? Alors là, je peux déjà signaler que le premier qui... Alors évidemment, tu me diras, c'est pas de chance, c'était la Russie qui avait proposé de faire un genre de camion poubelle qui passait, qui collectait tout ce qui traînait sur son passage, parce que ce qui coûte cher, c'est les changements de plan d'orbite, les choses comme ça. Donc à partir du moment où tu lances quelque chose dans un plan d'orbite, il peut ramasser dans ce plan d'orbite assez facilement. Il y a immédiatement, entre autres les États-Unis, qui ont levé la main en disant vous identifiez un débris à quoi? Qu'est-ce qui fait que vous considérez que c'est un débris? Alors ça, c'est le premier problème. Bon, accessoirement, dans l'eau. Alors surtout maintenant, il va y avoir plein de microsats, de nanosats, des choses d'1 kilo qui vont se balader, etc. C'est pas forcément... c'est déjà un petit problème. Deuxième problème, c'est que tu vas pas... Enfin, je veux dire, on paie des taxes d'ordures ménagères. À partir du moment... Ça n'a sans doute pas échappé. À partir du moment où, dans le domaine spatial, il y a quelqu'un qui récolte les débris, il fait ça pour gagner de l'argent. Donc là encore, à qui va-t-on attribuer la nationalité du débris pour pouvoir le taxer? Ou alors est-ce qu'on fait une taxe globale? Et on voit bien déjà, rien que sur les systèmes d'Internet, que c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, je crois que physiquement, c'est pas si évident que ça quand même de récolter des débris. Il y a un certain nombre de projets, je sais que, je crois que c'était ADS, qui avait un système, genre un grand système de treillis qui faisait que les débris venaient se piquer dans le treillis, et puis ensuite on redéorbite le treillis. Mais là encore, ça pose la question de ne prendre que les débris et les bons débris. Et puis pour l'instant, la vraie raison, je pense, c'est comme d'habitude, c'est que tant que ce n'est pas un problème suffisamment crucial pour qu'on décide d'investir là-dedans, on en parle, on essaie de les limiter, mais finalement, c'est encore l'atmosphère qui fait le mieux la pyrolyse. Et ça prend du temps, mais globalement, ça se finit comme ça. D'accord. Merci. Alors, les questions, commençant par les étudiants. Monsieur Cameron, comme toujours.
Ah, je vous en prie. Oui, bien sûr, bien sûr. Sorry, I just want Oui, si je peux me permettre, pour cette histoire de débris, vous avez soulevé une question tout à fait pertinente. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec la commercialisation de l'espace, et Isabelle en a parlé, les satellites ne sont pas des gros objets. Ce stylo pourrait être un satellite. On appelle ça effectivement des nano-satellites ou même des femtosatellites, c'est-à-dire des satellites qui sont absolument minuscules. Il y en aurait des centaines de milliers qui pourraient être placés en orbite. Alors évidemment, ce serait peut-être pas mal que les atmosphères, finalement, les satellites disparaissent et soient consumés dans l'atmosphère, mais il faudrait au moins 300 ans pour nettoyer, si vous voulez, l'espace, en tout cas des satellites défunts qui seraient tombés, enfin l'atmosphère. Et donc, il y a ce problème. Il y a un autre phénomène, c'est que maintenant, nous avons atteint, si vous voulez, le point de bascule, c'est-à-dire que même si vous n'envoyez plus rien dans l'espace, vous aurez des débris qui s'autoproduiront. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nettoyer tout cela parce que souvent les éclats de débris sont tellement petits que même, si vous voulez, un éclat de débris qui serait la taille d'un cornflake, d'une petite pièce de rien du tout, et serait suffisante pour tuer un astronaute, par exemple, s'il est propulsé à une vitesse suffisante. Bonsoir. En novembre 2015, le président Obama a autorisé l'exploitation commerciale de l'espace avec le Space Act en permettant à des entreprises privées de s'approprier des astéroïdes et de tirer profit de leur contenu. Ne pensez-vous pas que cette initiative soit contraire au traité de 1967 et donc aux intérêts des États signataires? Et n'est-ce pas donc une appropriation privée de l'espace? Alors, j'en prends une autre question. Doni Azouad. J'aurais deux questions sur une notion dont vous avez parlé. Parce que qu'est-ce qui est derrière la notion de guerre dans l'espace? Est-ce que c'est une guerre qui a des buts terrestres ou est-ce que c'est un déplacement de l'affrontement entre belligérants dans l'espace? Et du coup, à ce compte-là, comment fait-on la différence entre un usage pacifique de l'espace alors que les satellites permettent l'usage des armes à distance? Je pense notamment aux drones américains. Merci. Je vous laisse répondre, puis on prendra d'autres questions après. Okay, sure. Oui, alors la toute première question, est importante puisque le Space Act que vous évoquez prévoit que le gouvernement américain peut autoriser des sociétés privées à explorer, exploiter, s'approprier ou transférer des biens qui sont les siens dans l'espace. Alors, ceci va à l'encontre de l'article 2 du traité de 67 qui prévoit aucune appropriation de biens dans l'espace. Mais ce qui est interdit, c'est de s'approprier quelque chose sous quelque forme que ce soit. C'est ça que dit le traité. Alors, ce qu'on dit dans le traité, c'est que ça n'est pas tant la surface elle-même de la planète ou d'un astéroïde qui ne peut pas faire l'objet d'une propriété, mais son sous-sol. Bon. Alors, ce que disent les États-Unis, c'est qu'ils ne s'approprient pas la surface de la Lune, mais par contre, les ressources qui sont dans le sous-sol lunaire peuvent être exploitées. Alors, c'est une façon de dire, voilà, votre territoire est le vôtre. Par exemple, la France, le territoire français appartient à la France, mais son sous-sol, je peux l'exploiter. Ça revient à ça, c'est absurde. Alors, c'est vrai que ça ne tient pas la route. D'un autre côté, et là, tous les pays doivent pouvoir
prévoir des lois qui autoriseront leurs sociétés privées à explorer l'espace d'une façon ou d'une autre, un système de licence. Et ça, effectivement, la loi américaine pourrait servir à ça, mais l'autre question de savoir comment et dans quelles conditions l'exploration et l'exploitation peuvent se faire. Et là, les Nations Unies doivent veiller à ce que les intérêts des autres pays signataires soient respectés. Donc, il faut dire aux pays, vous pouvez envoyer vos sociétés privées, mais il faut savoir quelles sont les ressources exploitées et comment celles-ci sont partagées avec les autres pour que tous les pays partagent les intérêts et des droits relatifs à l'utilisation de l'espace. Et ah oui, la deuxième question, c'était alors, la guerre de l'espace, là, ou la guerre dans l'espace. Alors, les guerres locales ont une incidence locale, les guerres dans l'espace ne seront pas localisées dans l'espace, bien entendu, elles auront une incidence sur Terre. D'abord, les pays belligérants seront en guerre les uns contre les autres, enfin, d'une certaine façon. Et puis, les répercussions d'une guerre dans l'espace seront ressenties pas par simplement les pays belligérants, mais par tout le monde sur Terre, parce qu'évidemment, les débris et compagnie, et notamment les débris radioactifs, ou la destruction des systèmes de télécommunication, tout ça pourront être ressentis à l'échelle mondiale. Donc une guerre de l'espace serait une guerre littéralement mondiale. Cycle de questions. Alors, Monsieur Lafaille. Là, au premier rang. Je vous ai vu, monsieur. Oui, bonsoir. On a parlé plusieurs fois du début des années 80. On se souvient que c'était l'époque où les États-Unis avaient lancé notamment ce qu'ils appelaient l'IDS, l'initiative de défense stratégique, qui avait comme but de rendre finalement les armes nucléaires et notamment les missiles balistiques finalement obsolètes. C'était le mot qu'avait employé le président Reagan. Et pour cela, il envisageait, enfin certaines options envisageaient de placer des armes elles-mêmes dans l'espace et parfois de déployer des systèmes qui auraient pu relayer notamment l'énergie d'armes basées au sol. Pensez-vous que le déploiement d'armes, je veux dire, offensives, Isabelle Soubès parlait des lasers tout à l'heure, ou le SGDN avait beaucoup étudié dans les années 80 des armes également hyperfréquences. Pensez-vous que tout cela soit derrière nous et que finalement une arsenalisation de l'espace soit véritablement derrière nous après la fin de la guerre froide? Merci Jacques. Il y avait la question de monsieur là-haut. Monsieur, je vous en prie, on vous a vu. Est-ce qu'il y a une autre question pour en prendre trois comme ça? Alors, monsieur, et après on laissera répondre. Einstein et Russell ont fait un manifeste en 1955 qui a entraîné Pugwash. On ne l'a pas cité, mais qui a reçu le prix Nobel en 1995. Et en 1983, le colonel Petrov a évité la guerre mondiale. Un film en est sorti. C'est l'homme qui sauva le monde. Parce que opérateur en Russie, il voyait des alarmes répétées de missiles qui arrivaient sur la Russie. En fait, c'était un leurre. Le système spatial était erroné par des rayons de soleil qui n'avaient pas été bien vus. Donc la guerre nucléaire est réelle. Malheureusement, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Ma question, c'est, on a réussi au niveau civil à créer l'agence spatiale, la fameuse cité spatiale entre Russes et Américains. Demain, est-ce qu'on sera capable d'œuvrer un programme militaire, mais à orientation défensive pour la sécurité commune, à savoir on rassemblerait Américains, Russes et Chinois et même élargi pour un ennemi commun qui serait, imaginons, la destruction d'un débris géostationnaire qui pointerait sur la Terre. On ferait en sorte qu'on partagerait, comme disait Einstein, l'arme nucléaire est tellement grave qu'on ne peut pas laisser ça en 1945 à un seul État, il faut mettre ce secret-là à l'ONU. Donc si l'ONU est capable de mettre en place une agence de coopération militaire pour arriver à une sécurité commune, qui est le but final pour sauver notre planète d'une destruction massive. Merci monsieur.
Alors, la dernière question, et puis je proposerai ensuite peut-être à Isabelle d'un dernier mot, et puis je laisserai Ram Jakou conclure et répondre aux questions qu'il veut. Monsieur. Bonjour. Je représente l'ambassade de Russie ici à Paris et j'aurais une question pour les Chinois et pour les Russes. Il est évident que la guerre de l'espace n'est pas du tout impossible, est une réelle éventualité et que la course aux armements est particulièrement dangereuse en raison de l'effet Kessler qui pourrait être ressenti par la planète tout entière. Et c'est la raison pour laquelle la Russie et la Chine préfèrent se servir de l'espace à des fins pacifiques et coopérer avec les Américains et les Européens dans le cadre de programmes scientifiques et justement essayer de tout faire pour empêcher la course aux armements. Bien, alors moi j'aurais une question. Pourquoi est-il aussi important pour les États-Unis de se réserver le droit d'avoir des systèmes militaires, des systèmes d'armement dans l'espace? Alors, assez rapidement, pour reprendre la question de monsieur, oui, il y a quand même eu, alors suite à ce genre d'inquiétude concernant les risques de guerre nucléaire, vous citiez un épisode en 83, il y en a eu d'autres avec des tirs de missiles un peu plus tard, dans les années 95, il y a quand même eu, et je pense que c'est intéressant de ce point de vue, un centre qui s'appelait Ramos, et qui avait été créé à Moscou d'ailleurs, payé par les Américains, et dans lequel il y avait des échanges de données concernant les systèmes d'alerte de missiles, de manière à éviter que le système soviétique n'étant pas, même le système russe à l'époque n'étant pas au mieux de sa forme, il puisse y avoir des erreurs d'interprétation. Donc si vous voulez, c'est un phénomène qui existe et pour lequel on a trouvé un certain nombre de parades et qui suscite un intérêt. Le problème, c'est que... Alors, il y a aussi la question des géocroiseurs. Vous évoquiez un satellite géostationnaire, etc. Mais les agences spatiales, aujourd'hui, font la promotion d'un système qui permettrait de protéger la planète en cas d'arrivée d'un astéroïde, etc. Ce qui d'ailleurs pose des questions intéressantes parce que du coup, ça pose la question de savoir si on aurait le droit d'utiliser l'arme nucléaire en orbite, s'il fallait utiliser une arme nucléaire pour détruire un astéroïde. Donc ça devient également une question qui boucle. Mais globalement, enfin, je pense que la question de la guerre dans l'espace, et là-dessus, je suis assez, même très d'accord avec ce que disait Louis Gauthier, c'est-à-dire que finalement, l'idée de tout le monde, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur, c'est qu'elle n'ait pas lieu. C'est bien ça le problème. Et c'est comment se donner les moyens pour éviter qu'elle n'ait pas lieu et qu'elle n'échappe et qu'elle ne se lance par elle-même. Et ça, je pense que c'est la grande difficulté. Et oui, ça, je laisse Ram Jakou répondre. Mais bien sûr que ça fait très longtemps que personne, en particulier les Russes et les Chinois, ne souhaite le développement d'armes dans l'espace. La vraie question étant quand même, et là-dessus on peut comprendre le point de vue américain, la question de la vérification. C'est-à-dire que là encore, c'est ce qu'on disait, faire un traité qui soit respecté, ça suppose qu'il y ait des missions d'inspection et ça suppose qu'il y ait des capacités à pouvoir s'assurer que tout le monde respecte les règles du jeu. Alors le dernier mot, vous avez les réponses aux questions. Merci beaucoup. Ces trois dernières questions ont été particulièrement intéressantes et si je peux me permettre d'exprimer mon point de vue. La première question que vous avez posée sur le programme de l'initiative de défense stratégique, c'est vrai que le président Reagan a eu cette idée parce que, enfin, on lui avait suggéré l'idée parce que vous aviez là le début finalement de l'unilatéralisme américain. Ce qui s'est passé, c'est que avant cela, il y avait le traité ABM, anti-balistique, les missiles antibalistiques entre la Russie et les États-Unis. Donc là, c'était bilatéral, mais c'était sur la base de ce qu'on appelait la MAD, la destruction mutuelle assurée. Et ce que disaient les Américains, c'est qu'ils ne souhaitaient pas, ils voulaient maîtriser le risque de guerre, mais ils disaient ils pouvaient maîtriser ce risque seuls, sans avoir à faire intervenir une défense collatérale. Alors évidemment, cette initiative a suscité une certaine résistance, notamment de la part de ceux qui estimaient que le traité ABM était finalement
aller à l'encontre de l'initiative américaine. Et puis alors c'est là que George Bush père a trouvé moyen disons, de mettre fin à ce traité ABM en mettant en place des acteurs non spatiaux. Donc l'initiative de défense stratégique, ce n'est pas simplement le début de l'unilatéralisme, mais également le début de la prolifération de ces armes. Alors c'est vrai que les États-Unis ont développé leur système antibalistique, la Russie le fait également de manière très agressive. Qu'elles le reconnaissent ou non, c'est autre chose. Les Européens, d'ailleurs, s'intéressent évidemment à ces systèmes, les Indiens aussi. Donc là, vraiment, tout le monde, et là, chaque pays, unilatéralement, et ça n'est pas donc un mouvement multilatéral, se livre à cette course et qui aboutit à une prolifération de ces systèmes. Mais évidemment, personne ne pourra avoir le monopole des bonnes idées, mais personne non plus n'a le monopole des mauvaises idées. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec cette initiative, et malheureusement, on n'y revient pas. Alors ensuite, il y avait une deuxième question tout à fait intéressante et tout à fait pertinente. Si l'humanité peut arriver à un consensus sur ce qui est souhaitable et donc créer une installation spatiale, et là ça coûterait quelque chose comme... la Station spatiale internationale coûte déjà 100 milliards de dollars ou d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir à des fins justement de défense ou de sécurité mondiale? Un problème mondial a besoin d'une solution mondiale. Et là, et je dois le répéter, mon propre pays sait parfaitement ce qui se passe sur le plan du terrorisme, et les initiatives nationales pour se protéger contre le terrorisme, évidemment, sont importantes, mais on ne peut pas, disons, aucun pays ne peut à lui seul éliminer le problème. Il faut que ce soit ensemble que l'on aborde ce problème. Et là, c'est la même chose. Les questions concernant l'espace ne se limitent pas à des nations individuelles. Elles concernent l'ensemble des nations, l'ensemble de la Terre. Et donc, c'est ensemble que les nations doivent se concerter. Cette histoire de radiofréquence, par exemple, on ne peut pas régler seul ce problème, et il faut travailler ensemble, ne serait-ce que pour l'affectation des fréquences. Et c'est la même chose ici. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai évoqué ce sujet, cette idée de ISMA. Là, c'était cette agence proposée par la France, une instance internationale qui serait là pour surveiller ce qui se passe chez les satellites. Alors, dès lors que l'information devient publique, évidemment, on peut prendre les mesures nécessaires. Alors, c'est pour ça que c'est l'information collective, mais la défense collective doivent se faire de manière donc... à propos, oui, quand je parle de défense collective, c'est pas simplement contre les États voyous. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est le terrorisme, même perlé. C'est-à-dire que le terrorisme... la véritable crainte, c'est que le système de la technologie des satellites tombe entre les mains des organisations terroristes. Et il faut bien se dire que maintenant, la captation de signaux satellitaires est relativement facile. Non seulement on peut capter les signaux, on peut également les brouiller. On n'a même pas besoin de détruire un satellite. On peut, et c'est contre ce genre de choses qu'il faut une défense collective. Et là encore, aucun pays ne peut s'attaquer seul au problème. Donc, encore une fois, la même solution se présente. C'est-à-dire que les problèmes mondiaux nécessitent ou appellent des solutions mondiales. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais évidemment, c'est à nous de convaincre nos États respectifs que c'est dans ce sens qu'il faut aller, parce que c'est là que réside notre avenir. Et puis, le troisième monsieur, là, alors, la Russie, effectivement, a joué un rôle très actif en la matière, et là, je serai d'une franchise complète avec vous. Si la Russie, dans sa proposition de 2008 et 2014, voit, il y a des éléments qui ne sont pas suivis par les États-Unis ou par d'autres pays,
alors pourquoi ne pas convoquer une conférence, une convention internationale, hein? Pourquoi s'en tenir à la conférence sur le désarmement? Puisqu'il y a une pierre d'achoppement, eh bien, on convoque une conférence justement pour en parler et dire voilà, on veut un traité, et là, tous les pays viendront. Et là, vous aurez quelque chose. Et dans ce cas-là, pourquoi la Russie se contente-t-elle de constater le problème sans convoquer de conférence? Parce que, en fait, ça arrange les affaires de la Russie qui souhaite développer sa propre technologie. C'est vrai de la Russie, mais c'est aussi vrai des États-Unis, de la Chine, mais bientôt du Pakistan, ou même de Fidji. Tous ces pays vont faire la même chose, hein. Et là, je crois qu'il faut penser de manière positive, parce que on ne peut pas simplement se contenter de ce qui se passe dans un pays. Il faut forcer le dialogue, et c'est ce que la Chine d'ailleurs proposait de faire avec la Russie à un moment donné. Mais revenons à ce traité de 1963. Au départ, c'était les États-Unis, l'Union soviétique. Il y avait quand même 127 pays qui étaient concernés par ailleurs. Si l'idée est bonne, les pays suivront. Si les pays peuvent voter en faveur d'une résolution des Nations Unies sur la prévention de la militarisation de l'espace, je pense qu'il y aura pas mal de pays qui diront on ne veut pas d'armes du tout dans l'espace. Mais enfin, il faut que l'initiative soit prise par un pays. Moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Mais ce que je peux faire, c'est de présenter les faits ici. Mais ensuite, c'est aux États d'assumer leurs responsabilités. Si un pays commence à ne pas jouer franc jeu, bon, ben, les autres pays vont faire pareil. Et je crois que c'est un peu comme ça que les choses se présentent. Il n'y a pas d'autres questions? Non.